santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé est consacrée au traumatisme de l'inceste, un sujet tabou où les victimes vivent sous le poids du silence. Samedi s'est tenu à Paris le congrès international de l'AIVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui avait cette année pour thème être parent après l'inceste. Alors comment reconstruire sa vie, fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer ? Que fait-on pour prendre en charge les victimes ? C'est ce que nous allons voir avec le docteur Gilbert Villa, qui est pédopsychiatre, responsable du centre de victimologie pour mineurs de l'hôpital Trousseau à Paris, et Isabelle Aubry, qui est présidente de l'AIVI. Dans cette émission, nous entendrons également le témoignage d'une femme qui a été victime d'inceste et nous terminerons en parlant du pasteur Don qui démarre aujourd'hui. Docteur Gilbert Villa et Isabelle Aubry, bonjour. 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 Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui en direct dans Priorité Santé. Isabelle Aubry, vous publiez Être parent après l'inceste, c'est aux éditions Josette Lion. Et alors vous commencez cet ouvrage par définir l'inceste. Ça m'a presque étonnée, mais tout le monde n'est pas d'accord sur cette définition de l'inceste, sur ce que c'est exactement. Et il y a même des personnes qui ont vécu l'inceste, des incestes qui ont été jugés, qui ne savaient pas que c'était de l'inceste, puisque dans notre code pénal, ce mot n'existe pas, toujours pas. Il y a une loi qui est en cours pour le définir vraiment dans notre code pénal, qui va bientôt être votée. Mais non, c'est pas évident pour tout le monde. C'est un mot qui est tabou, donc dont on ne parle pas. Et alors comment le définit-on ? Alors, il y a la définition pénale, il y a notre définition, nous, en tant que survivants de l'inceste. Évidemment, ce sont des relations sexuelles imposées à un enfant par un membre de sa famille de sang ou adoptive. Voilà. Qui peuvent aller de la pénétration ou sans même toucher l'enfant. En lui imposant des images pornographiques, en le photographiant, c'est très large. En fait, c'est rentrer dans l'intimité de l'enfant, et c'est surtout trahir sa confiance. Et c'est physique, mais c'est surtout, avant tout pour nous, un meurtre psychique pour l'enfant. Docteur Gilbert Villa, vous êtes d'accord avec cette définition de l'inceste ? Alors c'est une définition là qui est restreinte de façon pragmatique, je dirais, pour des gens qui s'occupent de victimes. Je suis d'accord dans ce sens-là, parce que c'est vrai que les relations parfois peuvent être consenties. On le sait par exemple dans le cas de frères et sœurs adultes, par exemple, c'est une possibilité. Là, il y a une restriction sur le fait que les relations sont non consenties et qu'il s'agit d'enfants, puisque l'inceste peut se voir à tout âge. Combien de personnes sont touchées par cet inceste, Isabelle Aubry ? Alors nous avons fait faire un sondage par l'Ipsos en début d'année qui a révélé que 2 millions de personnes déclaraient être victimes d'inceste, majeures donc, avoir été victimes d'inceste. Mais par rapport aux données de l'étranger, c'est bien en dessous de la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres précis ? Non, parce qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'études de victimologie, de victimation en France, encore, qui permettent de le savoir. Docteur Gilbert Villa, effectivement, on sait assez peu de choses. On sait à la fois beaucoup et peu, c'est-à-dire que c'est un sujet délicat. Donc on peut penser que les personnes ne disent pas exactement ce qui se passe. Il y a un chiffre noir sans doute qui est très important. C'est très difficile d'arriver à une objectivité suivant le type de méthode scientifique qui est pris pour recueillir l'information. On peut arriver à de très grandes variations et c'est un peu déconcertant de lire les études publiées un peu partout dans le monde, y compris en France, de constater de très grandes variations dans les chiffres. On trouve couramment un chiffre de l'ordre de 5-6% de la population. C'est ce que vous constatez, vous, dans votre centre de victimologie pour mineurs à l'hôpital Trousseau ?
On sait que l'inceste est une des premières causes de victimation sexuelle parmi toutes les causes de maltraitance, et que c'est une cause de maltraitance importante, même si c'est pas la première dans tous les pays du monde, y compris en France. Mais par rapport à votre activité dans ce centre, vous ne pouvez pas sortir de chiffres sur l'ensemble de la France. Ah non, nous avons une activité essentiellement en région parisienne. Isabelle Aubry, donc vous avez organisé ce week-end, samedi, un congrès qui avait pour thème justement être parent après l'inceste. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là ? Alors, tout a commencé il y a 1 an et demi au cours de l'un de nos groupes de parole. Des groupes de parole où les victimes viennent apporter leur expérience justement pour que nous écrivions des livres pour tout public, pour informer précisément sur l'inceste. Donc ce ne sont pas des groupes thérapeutiques, je précise. Et au cours de ce premier groupe que l'on faisait sur le thème être parent, j'ai participé, nous étions 18 et nous étions 5 à être parents. Et sur les 5, sur tout le groupe, en fait, j'étais la seule à avoir désiré et bien vécu ma parentalité. Les autres l'ont plutôt subi, avec après des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Et ceux qui n'avaient pas d'enfants évoquaient une grande souffrance à ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et pour moi, ça a été un électrochoc. Moi, je fais partie de ces... en fait, on a dégagé après qu'il y avait plusieurs types. Voilà, il y a 2 types de victimes. Il y a celles qui, comme moi, ont eu des enfants. Moi, j'ai eu un enfant pour me sauver la vie, pour avoir une raison de vivre. Ça m'a aidé à m'en sortir. Et les autres qui ont du mal, voire pour qui c'est impossible d'avoir des enfants parce qu'il y a de grandes peurs et de grandes angoisses. Et là, j'ai trouvé que déjà l'inceste, ça nous bousille la vie, mais nous enlever ce besoin fondamental de l'être humain qui est de se reproduire, c'est pire que tout, et j'en suis ressortie bouleversée, et je me suis dit il faut faire quelque chose. Donc j'ai décidé que ce serait le thème de notre prochain congrès, et qu'on allait chercher partout dans le monde les chercheurs qui avaient étudié ces questions. Et on va revenir justement sur ce congrès et ce qui s'y est dit. Il est particulièrement important que ces victimes sortent du silence et témoignent de ce qui leur est arrivé. C'est d'ailleurs un de vos combats, Isabelle Aubry. Oui. Alors Marina Mielzarek est allée rencontrer Djenaba, qui a 43 ans, 3 enfants. Elle est d'origine malienne, elle vit en France depuis plus de 30 ans et elle est professeure dans un collège. J'ai subi l'inceste étant au Mali à l'âge de 6 ans. Alors en fait, j'étais tellement petite que j'ai vite mis de côté le problème. J'en ai parlé à personne. Il n'y avait que ma grand-mère qui était au courant. Puis bon, pendant des années, c'est resté là, je pense, dans un coin de ma tête. Et c'est à l'âge adulte, enfin même quand je suis devenue mère, que le problème est remonté à la surface. Donc c'est arrivé 2 fois. La première fois, donc, ma grand-mère nous a surpris, son fils et moi. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là, avec cet enfant. C'était quand? C'était en plein jour? Ça, c'était en plein jour, effectivement, oui, en plein jour, dans la chambre de ma grand-mère. Mais comme il n'y avait pas de fenêtre, il faisait noir. Il avait éteint la lumière. Et quand elle est entrée dans la chambre, elle a allumé la lumière et elle a vu son fils assis sur une chaise avec moi, sur ses genoux. Donc, elle lui a demandé ce qu'il faisait là, avec cet enfant. Il n'a pas répondu. Il n'avait encore rien fait.
Il m'avait dit viens là et moi je l'ai suivi parce que c'était un parent et donc voilà, je n'ai rien soupçonné. Et ensuite, avant de partir, elle lui a juste dit sors de là avec cet enfant avant que quelqu'un d'autre ne vous voie. Et c'est tout. En y pensant maintenant, je me dis qu'elle se doutait de quelque chose. Si elle lui a dit sors de là avant que quelqu'un d'autre ne vous voie, c'est qu'elle a dû penser qu'il faisait quelque chose de mal. Et la seconde fois? Donc la seconde fois, c'était un soir. Nous étions tous en train de dormir dans la cour de la maison parce qu'il faisait trop chaud pour dormir à l'intérieur. Et mon oncle est venu me prendre dans mon sommeil. Il m'a enlevé du groupe. Nous étions plusieurs personnes à dormir dehors. Je me suis réveillée sentant quelque chose d'inhabituel au niveau du sexe. Et donc je me suis réveillée et je lui ai dit que je voulais rejoindre les autres. Je lui ai demandé de me faire descendre, ce qui m'avait fait monter. Quand je me suis réveillée, il frottait son sexe contre le mien. Donc je lui ai demandé d'arrêter. Il m'a dit non, attends, j'ai pas fini. Et là, je lui ai dit si tu me fais pas descendre, je vais crier. Et il est allé me jeter dans le bac à sable où il m'avait prise, je ne sais pas combien de temps avant, quelques minutes avant, je suppose. J'ai dû finir par m'endormir, effectivement, oui, mais je n'ai rien dit à personne. Une adolescente traverse la pièce au moment où une grande adolescente. Je vois donc que ce n'est pas caché à vos enfants. Tout ce que... Non, ce n'est pas caché. Non, je leur en ai parlé parce que pour moi c'était important qu'elles sachent que ces choses-là existaient et que ça m'était arrivé, mais que voilà, ça ne m'avait pas empêché de continuer à vivre et de les avoir et d'être une mère heureuse. Alors voilà, justement, ce secret caché au fond de vous, mais vous y pensiez tout au long de l'adolescence et c'est revenu pour votre vie affective, amoureuse, les premiers amours Non, en fait, je n'y pensais pas. Alors, c'est vrai que j'avais un comportement plutôt particulier par rapport à celui de mes copines. J'avais beaucoup de mal avec le contact physique avec les garçons. Il y a un autre problème, c'est que j'ai été excisée. Donc, le premier rapport, effectivement, j'étais là avec lui sans y être vraiment. Donc je pense qu'il a cru, mais même moi, j'ai pensé que c'était lié à l'excision. Je vous dis, l'inceste, les douleurs m'ont rattrapée quand je suis devenue mère. Je faisais des cauchemars. Après avoir eu ma première fille, j'ai commencé à faire des rêves très désagréables. Des hommes qui voulaient me violer, tout simplement. Et puis après, ça a été, j'ai rêvé directement de cet oncle-là. Et après, je me suis souvenue de ce que j'avais subi quand j'étais petite. Vous viviez quand même avec ce secret partagé avec cette grand-mère? Oui, c'est vrai, oui. Mais moi, je ne serais pas étonnée qu'elle l'ait oublié, parce que j'en ai jamais parlé avec elle. Et je n'avais que des rapports très difficiles avec ma grand-mère. Donc, ma mère vient d'une autre ethnie que mon père. Elle ne voulait pas de ce mariage. Donc, dès le départ, elle a décidé de ne pas aimer les enfants issus de ce mariage. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'elle n'a rien dit de méchant à son fils, parce que pour elle, c'était son fils contre moi, donc elle a préféré le protéger lui. Les Africains, ils savent parfaitement que ça existe, mais le tabou est encore plus important qu'ici en France, parce que quand ça touche la famille, on a plus tendance à protéger le groupe plutôt qu'un enfant. J'ai 2 amies ici en France, l'une est d'origine malienne, l'autre mauritanienne. Elles ont subi des attouchements de la part d'oncles. Elles connaissent d'autres personnes qui ont subi la même chose. Et elles, par contre, étant d'une génération plus jeune que la mienne, ont essayé d'en parler à leur mère. Et ça a été... les mères ont refusé. Elles ne veulent pas en entendre parler parce qu'elles ne veulent pas prendre la responsabilité de porter plainte. Donc les Africains savent parfaitement que ça existe, mais ils préfèrent que les petites filles ou les jeunes filles n'en parlent pas parce que ça leur demande de prendre des responsabilités tout simplement, chose qu'ils ne veulent pas faire. Priorité santé, Claire Hédon. Docteur Gilbert Villa, vous êtes responsable du centre de victimologie pour mineurs de l'hôpital Trousseau à Paris. Vous venez d'entendre ce témoignage de Djenaba. J'allais dire, c'est dans tous les pays pareil, c'est excessivement tabou. C'est particulièrement difficile d'en parler en famille. C'est ce que vous voyez dans les témoignages que vous recevez. Oui, ce qui domine, c'est effectivement la difficulté à en parler. C'est le principal problème de la personne. C'est le principal enjeu du soin, finalement. Donc, on le retrouve à tous les niveaux. Et c'est ce qui est très compliqué. Il est évident que
Dans la famille, vu qu'il s'agit d'inceste, c'est encore plus compliqué puisque par rapport à un viol extrafamilial, c'est déjà très compliqué d'en parler quand il s'agit d'agression sexuelle, mais quand l'auteur est dans la famille, il est évident qu'il a tendance à être protégé par une partie de la famille et puis moins par certains membres ou par personne. Et donc l'enfant ou même la personne plus âgée peut se trouver très isolée et se trouve souvent très isolée en fait. En plus, au moment où elle se met à parler, c'est assez souvent très mal reçu. En général, c'est une révolution, c'est un bouleversement total qui oblige souvent les enfants à un revirement et à revenir sur leurs déclarations, à dénier ce qu'ils ont dit, à renier ce qu'ils ont dit. Et c'est presque systématique, même si c'est pas toujours le cas. On a souvent comme ça des hésitations, des retours en arrière, des dissimulations, des mensonges qui n'en sont pas vraiment, qui sont une manière de se défendre face à une vérité insoutenable. On va revenir sur la prise en charge, ce que vous faites concrètement à l'hôpital Trousseau. Juste une question par rapport à ce témoignage, Isabelle Aubry. Djenaba, elle le dit bien, tout est ressorti au moment de sa grossesse. Et vous insistez, vous, beaucoup là-dessus. C'est un moment clé dans l'histoire des femmes. C'est ce qu'elles disent, oui. C'est aussi ce qu'on a entendu dans les témoignages des victimes lors du congrès. La grossesse est un moment clé qui réactive des souvenirs et souvent provoque la sortie ce qu'on appelle du déni. Le déni, ce phénomène psychologique que l'on met en place quand on est enfant pour se protéger de ce traumatisme, qui n'est pas forcément de l'oubli. Ça peut aller jusqu'à l'oubli, mais au moment de la grossesse, les femmes disent revivre tout ça, ou alors, au contraire, le nier. Et certaines font des dénis de grossesse. Y a les deux réactions qui ont été évoquées. Docteur Gilbert Villa, ça ressort au moment de la grossesse parce que la femme a peur qu'il arrive la même chose à son enfant. C'est un peu pour ça. L'inceste, comme toutes les agressions sexuelles dans l'enfance, c'est une remise en question du processus de développement qui touche entre autres le développement de la sexualité. L'enfantement, c'est la dernière étape de la croissance pour une jeune femme et donc en cela, ce processus est remis en question dans cette dernière étape. J'ajouterais qu'on parle de femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes. C'est-à-dire que le projet d'enfant, il amène pour les hommes souvent la remise à jour du passé, l'actualisation du passé de façon très douloureuse avec des possibilités de reviviscence traumatique de ce qui s'est passé dans leur enfance. C'est la même problématique finalement. Comment faites-vous alors à l'hôpital Trousseau pour accueillir ces victimes de l'inceste? Qu'est-ce que vous faites? En quoi consiste la prise en charge finalement? Je crois que le premier temps, c'est d'être extrêmement vigilant sur l'accueil. Je crois que justement, ce sont des personnes qui ont eu énormément de mal à arriver jusque-là, qui ont eu un long parcours, qui ont eu parfois des choses très compliquées, y compris au niveau thérapeutique ou des essais, des tentatives de traitement ou d'aide qu'ils ont pu avoir. Et donc, on est particulièrement vigilant sur le premier contact. C'est un temps on donne beaucoup de temps aux personnes, contrairement aux consultations habituelles en médecine ou même en psychiatrie. On donne beaucoup de temps pour cette première rencontre, pour que les gens puissent vraiment aborder les différents aspects et pour qu'on puisse évaluer de façon très extensive la situation. La deuxième chose, c'est qu'on essaye d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à une approche ni médicale uniquement, ni psychologique uniquement, mais qu'on essaye d'être intégratif en mêlant des aspects sociaux, juridiques, c'est une véritable prise en charge psychologique, voilà, afin que tous ces aspects-là qui sont souvent négligés, qui sont pourtant essentiels, puissent être pris en compte pour une réparation. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, sur cette prise en charge globale, docteur Gilbert Villa et Isabelle Aubry. On se retrouve dans 3 minutes après les informations, toujours donc pour parler de cette prise en charge des victimes de l'inceste.